Un document produit en version numérique par Simon Villeneuve, bénévole, professeur de physique et d'astronomie du Cégep de Chicoutimi. Dans le cadre de « Les classiques des sciences sociales », une bibliothèque numérique fondée et dirigée par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie retraité du Cégep de Chicoutimi. Une collection développée en collaboration avec la bibliothèque Paul-Émile Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi. De l'électrodynamique des corps en mouvement. Par Albert Einstein en allemand 1905, traduit en anglais par Meg Nadessa 1920, par la Wikisource en anglais, 2011 en français, décembre 2012. Il est connu que si nous appliquons l'électrodynamique de Maxwell, telle que nous la concevons aujourd'hui, au corps en mouvement, nous sommes conduits à une asymétrie qui ne s'accorde pas avec les phénomènes observés. Analysons par exemple l'influence mutuelle d'un aimant et d'un conducteur. Le phénomène observé dans ce cas dépend uniquement du mouvement relatif du conducteur et de l'aimant, alors que selon les conceptions habituelles, une distinction doit être établie entre les cas où l'un ou l'autre des corps est en mouvement. Si par exemple, l'aimant se déplace et que le conducteur est au repos, alors un champ électrique d'une certaine énergie apparaît à proximité de l'aimant, ce qui engendre un courant dans les parties du champ où se trouve un conducteur. Mais si l'aimant est au repos et le conducteur mis en mouvement, aucun champ électrique n'apparaît à proximité de l'aimant, mais une force électromotrice qui ne correspond à aucune énergie en soi est produite dans le conducteur. Elle provoque cependant, dans l'hypothèse que le mouvement relatif dans les deux cas est le même, l'apparition d'un courant électrique de même intensité et de même direction que la force électrique, comme la force électrique dans le premier cas. Des exemples similaires, tout comme l'essai infructueux de confirmer le mouvement de la Terre relativement au médium de la lumière, voire note du traducteur numéro 1, nous amènent à la supposition que non seulement en mécanique, mais aussi en électrodynamique, aucune propriété des faits observés ne correspond au concept de repos absolu, et que dans tous les systèmes de coordonnées où les équations de la mécanique sont vraies, les équations électrodynamiques et optiques équivalentes sont également vraies, comme il a été déjà montré par l'approximation au premier ordre des grandeurs. Dans le texte qui suit, nous élevons cette conjecture au rang de postulat que nous appellerons dorénavant principe de relativité, et introduisons un autre postulat, qui au premier regard est incompatible avec le premier, que la lumière se propage dans l'espace vide, voire note du traducteur numéro 2, à une vitesse grand V indépendante de l'état de mouvement du corps émetteur. Ces deux postulats suffisent entièrement pour former une théorie simple et cohérente de l'électrodynamique des corps en mouvement à partir de la théorie maxwellienne des corps au repos. Il sera démontré que l'introduction d'un hit luminifère est superflue, puisque selon les conceptions que nous développerons, nous n'introduirons ni un espace absolument au repos muni de propriétés spéciales, et ni n'associerons un vecteur vitesse à un point où des phénomènes électromagnétiques se déroulent. Comme pour toute autre théorie électrodynamique, la théorie proposée s'appuie sur la cinématique des corps rigides. Dans la formulation de toute théorie, nous devons composer avec les relations entre les corps rigides, systèmes de coordonnées, les horloges et les phénomènes électromagnétiques. Une appréciation insuffisante de ces conditions est la cause des problèmes auxquels se heurte présentement l'électrodynamique des corps en mouvement. Et partie cinématique. Chapitre 1. Définition de la simultanéité. Supposons un système de coordonnées dans lequel les équations newtoniennes sont vraies. Pour distinguer ce système d'un autre qui sera introduit plus tard, et pour rendre cette notion plus claire, nous l'appellerons le système stationnaire. Si un point matériel est au repos dans ce système de coordonnées, alors sa position dans ce système peut être trouvée grâce à une règle à mesurer, voire note du traducteur numéro 3 en utilisant des méthodes en géométrie euclidienne et exprimées en coordonnées cartésiennes. Si nous voulons décrire le mouvement d'un point matériel, les valeurs de ces coordonnées doivent être exprimées en fonction du temps. Il faut toujours garder en tête qu'une telle définition mathématique possède un sens physique seulement si nous avons au préalable une perception claire de ce qu'est le temps. Nous devons prendre en considération le fait que nos conceptions, où le temps joue un rôle, portent toujours sur des événements simultanés. Par exemple, si nous disons qu'un train arrive ici à 7 heures, cela signifie que la petite aiguille de ma montre qui pointe exactement le sait, et que l'arrivée du train sont des événements simultanés. L'inexactitude inhérente au concept de simultanéité de deux événements presque au même endroit, et qui doit également être résolue par une abstraction, n'est pas discutée ici. Il peut sembler que toutes les difficultés provenant de la définition du temps peuvent être supprimées quand, au temps, nous substituons la position de la petite aiguille de ma montre. Une telle définition est dans les faits suffisante quand il est requis de définir le temps exclusivement à ligne droite où l'horloge se trouve.
Mais elle ne suffit plus lorsqu'il s'agit de relier chronologiquement des événements qui ont lieu à des endroits différents, ou ce qui revient au même, d'estimer chronologiquement l'occurrence d'événements qui surviennent à des endroits éloignés de l'horloge. Cependant, pour estimer chronologiquement les événements, nous pouvons obtenir satisfaction en supposant qu'un observateur, placé à l'origine du système de coordonnées avec l'horloge, associe un signal lumineux, témoignant de l'événement à estimer et du rayon lumineux qui vient à lui à travers l'espace, à la position correspondante des aiguilles de l'horloge. Cependant, une telle association a un défaut. Elle dépend de la position de l'observateur qui observe l'horloge, comme l'expérience nous le dicte. Nous pouvons obtenir un résultat beaucoup plus pratique de la façon suivante. Si un observateur est placé en grand A avec une horloge, il peut assigner un temps aux événements à proximité de grand A en observant la position des aiguilles de l'horloge, qui sont simultanées avec l'événement. Si une horloge est aussi placée en grand B, nous ajoutons que cette horloge est de même construction que celle en grand A. Alors un observateur en grand B peut chronologiquement estimer les événements qui surviennent dans le voisinage de grand B. Mais sans convention préalable, il est impossible de comparer chronologiquement les événements en grand B aux événements en grand A. Nous avons jusqu'à maintenant un temps grand A et un temps grand B, mais aucun temps commun à grand A et grand B. Ce dernier temps, c'est-à-dire le temps commun, peut être défini si nous posons par définition que le temps requis par la lumière pour aller de grand A à grand B est équivalent au temps pris par la lumière pour aller de grand B à grand A. Par exemple, un rayon lumineux part de grand A au temps grand A, petit t indice grand A, en direction de grand B, est réfléchi de grand B au temps grand B, petit t indice grand B, et revient à grand A au temps grand A, petit t' indice grand A. Par définition, les deux horloges sont synchronisées si t indice grand B moins t indice grand A est égal à t' indice grand A moins t indice grand B. Nous supposons que cette définition du synchronisme est possible sans causer d'incohérence, peu importe le nombre de points. En conséquence, les relations suivantes sont vraies. 1. Si l'horloge en grand B est synchronisée avec l'horloge en grand A, alors l'horloge en grand A est synchronisée avec l'horloge en grand B. 2. Si l'horloge en grand A est synchronisée à la fois avec l'horloge en grand B et avec l'horloge en C, alors les horloges en grand B et C sont synchronisées. Donc, à l'aide de certaines expériences physiques de pensée, nous avons établi ce que nous entendons lorsque nous parlons d'horloges au repos à différents endroits, et synchronisées les unes avec les autres, et nous avons par conséquent établi une définition de la simultanéité et du temps. Le temps d'un événement est l'indication simultanée d'une horloge au repos située à l'endroit de l'événement, qui est synchronisée avec une certaine horloge au repos dans tous les cas de détermination du temps. En accord avec l'expérience, nous ferons donc l'hypothèse que la grandeur voire équation est une constante universelle à vitesse de la lumière dans l'espace vide. Nous venons de définir le temps à l'aide d'une horloge au repos dans un système stationnaire. Puisqu'il existe en propre dans un système stationnaire, nous appelons le temps ainsi défini temps du système stationnaire. Chapitre 2. Sur la relativité des longueurs et des temps. Les réflexions suivantes s'appuient sur le principe de relativité et sur le principe de la constance de la vitesse de la lumière, les deux que nous définissons comme suit. 1. Les lois, selon lesquelles l'état des systèmes physiques se transforme, sont indépendantes de la façon que ces changements sont rapportés dans deux systèmes de coordonnées systèmes qui sont en mouvement rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre. Voir note du traducteur numéro 4. 2. Chaque rayon lumineux se déplace dans un système de coordonnées stationnaires à la même vitesse grand V, la vitesse étant indépendante de la condition que ce rayon lumineux soit émis par un corps au repos ou en mouvement. Donc, vitesse est égale à trajet de la lumière divisé par intervalle de temps ou intervalle de temps, doit être compris tel que défini au chapitre 1. Soit une tige rigide, au repos. Elle est d'une longueur L quand elle est mesurée par une règle au repos. Nous supposons que l'axe de la tige se confond avec l'axe des X du système stationnaire. Imprimons à la tige une vitesse uniforme petit v, parallèle à l'axe des x et dans la direction croissante des x. Quelle est la longueur de la tige en mouvement? Elle peut être obtenue de deux façons. À l'observateur, pourvu de la règle à mesurer, se déplace avec la tige à mesurer et mesure sa longueur en superposant la règle sur la tige, comme si l'observateur, la règle à mesurer et la tige sont au repos. B. L'observateur détermine à quel point du système stationnaire se trouvent les extrémités de la tige à mesurer au temps petit t, se servant des horloges placées dans le système stationnaire, les horloges étant synchronisées, comme décrit au chapitre 1. La distance entre ces deux points, mesurée par la même règle à mesurer quand elle était au repos, est aussi une longueur, que nous appelons la longueur de la tige. Selon le principe de relativité, la longueur trouvée par l'opération A
que nous appelons la longueur de la tige dans le système en mouvement, est égale à la longueur L de la tige dans le système stationnaire. La longueur trouvée par l'opération B peut être appelée la longueur de la tige en mouvement dans le système stationnaire. Cette longueur est à calculer en s'appuyant sur nos deux principes, et nous découvrirons qu'elle diffère de L. Dans la cinématique généralement utilisée, il est implicitement supposé que les longueurs définies par ces deux opérations sont égales, ou dit autrement, qu'à un moment donné petit t, une tige rigide en mouvement est géométriquement remplaçable par un même corps, quand il est au repos, à un endroit précis. Supposons de plus que deux horloges synchronisées avec des horloges dans le système stationnaire sont fixées aux extrémités grand A et grand B d'une tige, c'est-à-dire que les temps des horloges correspondent au temps du système stationnaire au point où elles arrivent. Ces horloges sont donc synchronisées dans le système stationnaire. Imaginons encore qu'il y a deux observateurs auprès des deux horloges qui se déplacent avec elles, et que ces observateurs appliquent le critère de synchronisme du chapitre 1 aux deux horloges. Au temps petit t indice grand A, un rayon lumineux va de grand A, est réfléchi par grand B au temps petit t indice grand B, et arrive à grand A au temps petit t prime indice grand A. Ici, le terme temps indique indifféremment temps dans le système stationnaire et position des aiguilles d'une horloge en mouvement située à la position en question. Prenant en compte le principe de la constance de la vitesse de la lumière, nous avons, voir équation, où petit r indice grand A grand B est la longueur de la tige en mouvement mesurée dans le système stationnaire. En conséquence, les observateurs qui se déplacent avec la tige en mouvement n'affirmeront pas que les horloges sont synchronisées, même si les observateurs dans le système stationnaire témoigneront que les horloges sont synchronisées. Nous en concluons que nous ne pouvons pas attacher une signification absolue au concept de simultanéité. Dès lors, deux événements qui sont simultanés lorsqu'observés d'un système ne seront pas simultanés lorsqu'observés d'un système en mouvement relativement au premier. Chapitre 3. Théorie de la transformation des coordonnées et du temps d'un système stationnaire à un autre en mouvement relatif uniforme comparativement au premier. Plaçons, dans le système stationnaire, deux systèmes de coordonnées, c'est-à-dire deux séries de trois axes rigides, mutuellement perpendiculaires tous issus d'un point voir note du traducteur numéro 5. Faisons coïncider l'axe des X de chacun des systèmes et mettons en parallèle les axes des Y et des Z. Soit une règle rigide et un certain nombre d'horloges dans chaque système, les tiges et les horloges dans chacun étant identiques. Soit un point initial de l'un des systèmes K animé d'une vitesse constante petit v dans la direction croissante de l'axe des X de l'autre système, un système stationnaire K, et la vitesse étant aussi communiquée aux axes, aux tiges et aux horloges dans le système. N'importe quel temps petit t du système stationnaire grand K correspond à une position certaine des axes du système en mouvement. Pour des raisons de symétrie, nous pouvons affirmer que le mouvement de petit k est tel que les axes du système en mouvement au temps petit t par petit t. Nous entendons le temps dans le système stationnaire sont parallèles aux axes du système stationnaire. Supposons que l'espace est mesuré par la règle immobile placée dans le système stationnaire grand K, tout comme par la règle en mouvement placée dans le système en mouvement petit k. Nous avons donc les coordonnées petit x, y, z, xi, ita, zeta, respectivement. De plus, mesurons le temps petit t à chaque point du système stationnaire grâce aux horloges qui sont placées dans le système stationnaire, à l'aide de la méthode des signaux lumineux décrite au chapitre 1. Soit aussi le temps taf dans le système en mouvement, qui est connu pour chaque point du système en mouvement dans lequel se trouvent des horloges, qui sont au repos dans le système en mouvement, grâce à la méthode des signaux lumineux entre ces points positions où se trouvent des horloges décrits au chapitre 1. Pour chacun des ensembles de valeurs petit x, y, z, petit t qui indiquent complètement la position et le temps de l'événement dans le système stationnaire, il existe un ensemble de valeurs xi, ita, zeta, taf dans le système petit k. Maintenant, le problème est de trouver le système d'équations qui relie ces valeurs. Premièrement, il est évident que, en s'appuyant sur la propriété d'homogénéité que nous attribuons au temps et à l'espace, les équations doivent être linéaires. Si nous posons petit x' est égal à petit x moins petit v fois petit t, alors il est évident que pour un point au repos dans le système petit k, il y a un système de valeurs petit x', y, z indépendant du temps. Premièrement, trouvons taf comme fonction de petit x', y, z, t. À cet effet, nous devons exprimer en équation le fait que taf n'est nul autre que le temps donné par les horloges au repos dans le système petit k qui doivent être synchronisées selon la méthode décrite au chapitre 1.
soit un rayon lumineux envoyé au temps taf 0 de l'origine du système petit k selon l'axe des x dans la direction croissante de petit x', et qui est réfléchi de cet endroit au temps taf 1 vers l'origine des coordonnées, où il arrive au temps taf 2. Alors, nous avons voir équation. Si nous introduisons comme condition que taf est une fonction des coordonnées, et appliquons le principe de la constance de la vitesse de la lumière dans le système stationnaire, nous avons voir équation. Il s'ensuit donc, lorsque petit x' est infiniment petit, voir équation. Notons qu'au lieu de l'origine des coordonnées, nous pourrions choisir n'importe quel autre point comme point de départ pour les rayons lumineux, et en conséquence l'équation ci-dessus est vraie pour toutes les valeurs de petit x', y, z. Une approche semblable appliquée aux axes des y et des z donne, quand nous prenons en compte le fait que la lumière se propage toujours le long de ces axes à une vitesse racine carrée de grand V au carré moins petit v au carré lorsqu'observée depuis le système stationnaire, ces équations. Voir équation. Puisque est une fonction linéaire, il suit de ces équations que voir équation. OA est une fonction inconnue phi v, et pour des raisons de concision, il est fait l'hypothèse qu'à l'origine de petit k, petit t, U003D0 lorsque taf, U003D0. À l'aide de ces résultats, il est facile d'obtenir les grandeurs xi, eta, zeta, si nous exprimons en équation le fait que la lumière lorsque mesurée dans le système en mouvement se propage toujours à la vitesse constante grand V tel que requis par le principe de la constance de la vitesse de la lumière et le principe de la relativité. Pour un rayon envoyé dans la direction croissante de xi au temps taf, U003D0, nous avons voir équation. Cependant, le rayon lumineux se déplace relativement à l'origine de petit k à une vitesse grand V moins petit v mesurée dans le système stationnaire. En conséquence, nous obtenons voir équation. Remplaçant ces valeurs de petit t dans l'équation de xi, nous obtenons voir équation. D'une façon analogue, si les rayons lumineux se déplacent selon les deux autres axes, nous avons voir équation. Si pour petit x', nous substituons sa valeur, nous obtenons voir équation. Et phi est encore une fonction inconnue de v. Si nous ne faisons aucune hypothèse sur la position initiale du système en mouvement et sur le point sans dimension taf, alors une constante additive doit être ajoutée du côté droit de l'équation. Nous devons démontrer que tout rayon lumineux se déplace dans le système en mouvement à une vitesse grand V telle que mesurée dans le système en mouvement si, comme nous en avons déjà fait l'hypothèse, grand V est aussi la vitesse dans le système stationnaire. En effet, nous n'avons pas encore présenté une quelconque preuve que le principe de la constance de la vitesse de la lumière est compatible avec le principe de relativité. Au temps taf, U003D petit t, U003D0, soit une onde sphérique, émise depuis l'origine commune des deux systèmes de coordonnées, onde qui se propage à une vitesse grand V dans le système grand K. Si x, y, z est un point atteint par l'onde, alors voir équation. À l'aide de nos équations de transformation, faisons la transformation de cette équation. Par un simple calcul, nous avons voir équation. En conséquence, l'onde se propage dans le système en mouvement à la même vitesse grand V comme une onde sphérique. Donc, nous avons démontré que les deux principes sont mutuellement compatibles. Par les transformations, nous avons obtenu une fonction indéterminée phi de petit v que nous allons maintenant déterminer. Dans ce but, introduisons un troisième système de coordonnées grand K', qui est en mouvement relatif par rapport au système petit k, le mouvement étant parallèle à l'axe d'xi de façon à ce que la vitesse de l'origine soit moins petit v par rapport à l'axe d'xi. Au temps petit t, U003D0, toutes les coordonnées des points initiaux coïncident, et pour petit t, U003D x, U003D y, U003DZ, U003D0, le temps t du système grand K', U003D0. Si nous posons que x', petit i', petit z' sont les coordonnées mesurées dans le système grand K', alors par une double application des équations de transformation, nous obtenons voir équation. Puisque les relations entre petit x', petit i', petit z' et petit x, y, z ne comprennent pas explicitement le temps petit t, grand K et grand K' sont donc relativement au repos. Il apparaît clairement que la transformation de grand K à grand K' doit être identique. D'où voir équation. Nous sommes prêts à calculer phi v. Portons notre attention sur la partie de l'axe des i du système petit k entre xi, U003D0, ital U003D0, zital U003D0, et xi, U003D0, ita U003D1,
z égale U003D0. Couvrons cette partie de l'axe des I avec une tige qui se déplace à une vitesse petit v relativement au système grand K et perpendiculairement à son axe. Les extrémités de la tige ont donc comme coordonnées dans grand K. Voir équation. En conséquence, la longueur de la tige mesurée dans le système grand K est petit L divisé par phi v. Donc, la signification de phi est connue. Pour des raisons de symétrie, il est maintenant évident que la longueur mesurée dans le système stationnaire d'une certaine tige qui se déplace perpendiculairement à son axe peut seulement dépendre de sa vitesse, mais pas de la direction et du sens du mouvement. Donc, la longueur de la tige en mouvement, telle que mesurée dans le système stationnaire, ne change pas si petit v est remplacé par moins v. Nous avons donc voir équation. De ceci et des relations trouvées plus haut, il suit que phi v U003D1. Donc, les équations de transformation deviennent voir équation. Chapitre 4. La signification physique des équations obtenues pour les corps rigides et les horloges en mouvement. Supposons une sphère rigide, c'est-à-dire qui possède une forme sphérique lorsqu'observée dans le système stationnaire. Supposons une sphère rigide de rayon grand R qui est au repos relativement au système petit k et dont le centre coïncide avec l'origine de grand K, alors l'équation de la surface de cette sphère, qui se déplace à une vitesse petit v relativement à grand K, est voir équation. Au temps petit t, U003D0, l'équation de cette surface s'exprime en fonction de petit x, y, z par voir équation. Un corps rigide, qui montre la forme d'une sphère quand mesurée dans un système stationnaire, a en conséquence dans des conditions de mouvement, lorsqu'observé depuis le système stationnaire, la forme d'un ellipsoïde de révolution dont les demi-axes mesurent. Voir équation. Alors que les dimensions en I et Z de la sphère ou de n'importe quel autre solide ne semblent pas modifiées par le mouvement, la dimension en petit x est raccourcie selon le rapport racine carré de 1 moins le quotient au carré de petit v par grand V. Le raccourcissement est d'autant plus grand que la vitesse petit v est grande. Pour petit v, U003dV, tous les corps en mouvement, lorsqu'observés depuis un système stationnaire, se réduisent à des plans. Pour une vitesse supraluminique, nos propositions sont dénuées de sens. Par ailleurs, dans les observations qui suivent, nous découvrirons que la vitesse de la lumière joue le rôle physique d'une vitesse infiniment grande. Il est évident que des résultats semblables sont vrais pour des corps au repos dans un système stationnaire lorsqu'ils sont observés depuis un système en mouvement rectiligne uniforme. Soit une horloge immobile dans le système stationnaire qui donne le temps petit t et qui donne le temps taf lorsqu'immobile dans un système en mouvement. Supposons qu'elle se trouve à l'origine du système en mouvement petit k et est réglée pour donner le temps taf. À quelle cadence avance cette horloge lorsqu'observée du système stationnaire? À partir des grandeurs petit x, petit t taf, qui réfèrent à la ligne droite de cette horloge, les équations sont données par voir équation. Donc, l'horloge retarde de 1 moins racine, carré de 1 moins le quotient au carré de petit v par grand V seconde lorsqu'observé du système stationnaire par seconde ou, en négligeant les approximations du quatrième ordre et supérieur, 1/2 qui multiplie le quotient au carré de petit v par grand V seconde. De ceci découlent des conséquences remarquables. Supposons qu'N2.A et grand B de grand K, lorsqu'observé depuis le système stationnaire, se trouvent deux horloges synchronisées. Supposons que l'horloge en grand A est mise en mouvement à la vitesse petit v sur une ligne, qui rejoint grand B, alors lorsqu'elle arrive à grand B, les deux ne seront plus synchronisés, mais l'horloge qui cesse de déplacer de grand A à grand B aura un retard sur l'horloge toujours demeurée en grand B de la quantité seconde en négligeant les approximations du quatrième ordre et supérieur, où petit t est le temps pris pour accomplir le déplacement de grand A à grand B. Nous voyons immédiatement que ce résultat est également vrai quand l'horloge se déplace de grand A à grand B en suivant une ligne polygonale, et aussi quand grand A et grand B coïncident. Si nous faisons l'hypothèse que le résultat obtenu pour une ligne polygonale est également vrai pour une ligne courbe, nous obtenons le théorème suivant. Si à grand A, il y a deux horloges synchronisées, et si nous déplaçons l'une d'elles à une vitesse constante selon une courbe fermée, qui revient à grand A, le déplacement étant complété en petit t secondes, alors à son arrivée à grand A, cette dernière retardera de secondes sur l'horloge immobile. En s'appuyant sur ce résultat, nous concluons qu'une horloge à balancier placée à l'équateur doit être plus lente par une très petite quantité qu'une autre identique placée à l'un des pôles, les autres conditions étant identiques. Chapitre 5. Théorème d'addition des vitesses. Soit un point en mouvement dans le système petit k qui se déplace à une vitesse petit v parallèlement à l'axe des x du système grand K qui respecte les équations
Voir équation. Trouvons le mouvement du point relativement au système grand K. Si nous insérons les grandeurs petit x, y, z, petit t dans les équations du mouvement en utilisant les équations de transformation du chapitre 3, nous obtenons. Voir équation. La règle du parallélogramme, pour les vitesses, est seulement vraie pour l'approximation au premier ordre. Nous écrivons donc. Voir équation. C'est-à-dire que alpha est égal à l'angle entre les vitesses petit v et petit w. Alors, après un simple calcul, nous avons. Voir équation. On observe que petit v et petit w sont introduits dans l'expression de la vitesse de façon symétrique. Si petit w est aussi dans la direction de l'axe des x du système en mouvement, nous avons. Voir équation. De cette égalité, il découle que la combinaison de deux vitesses, chacune étant plus petite que v, donne une vitesse toujours plus petite que v. Si nous posons petit v u003 des grands v moins lut tout a uf0 et petit w u003 des grands v moins lambda, où lut tout a uf0 et lambda sont chacune positives et plus petites que v, alors. Voir équation. Il est également évident que la vitesse de la lumière grand V ne peut être modifiée en lui ajoutant une valeur plus petite. Dans ce cas, nous obtenons. Voir équation. Nous avons déduit la formule pour U dans le cas où petit v et petit w sont dans la même direction. Elle peut aussi être calculée en combinant deux transformations selon la section chapitre 3. Si en plus des systèmes grand K et petit k du chapitre 3, nous introduisons un troisième système petit k', qui se déplace parallèlement à petit k, dans lequel le point initial se déplace parallèlement à l'axe des xi à une vitesse petit w, alors entre la grandeur petit x, y, z, petit t et les grandeurs correspondantes de petit k', nous obtenons un système d'équations différent des équations au chapitre 3, en substituant à petit v cette grandeur. Voir équation. Nous observons qu'une telle transformation parallèle forme, comme il se doit, un groupe. Nous avons déduit la cinématique, qui correspond à nos deux principes fondamentaux pour les lois qui nous sont nécessaires, et nous passons maintenant à leur application en électrodynamique. De Romain. Partie électrodynamique. Chapitre 6. Transformation des équations de Maxwell-Hertz dans un espace vide. Sur la nature de la force électromotrice, induite par le mouvement dans un champ magnétique. Les équations de Maxwell-Hertz dans un espace vide devraient être vraies dans un système stationnaire grand K, d'où. Voir équation. Où grand X, grand Y, grand Z est le vecteur de la force électrique et grand L, grand M, grand N, de la force magnétique. Si nous appliquons les transformations du chapitre 3 à ces équations, et si nous ramenons les processus électromagnétiques au système de coordonnées introduit, à cet endroit se déplaçant à une vitesse petit, v, nous avons. Voir équation. Le principe de relativité exige que les équations de Maxwell-Hertz dans un espace vide soient vraies dans le système petit k, si elles sont vraies dans le système grand K, c'est-à-dire que, pour les vecteurs des forces électriques et magnétiques, grand X', grand Y', grand Z', et grand L', grand M', grand N', qui influencent les masses électriques et magnétiques du système en mouvement petit k, qui sont définies par leur réaction pondéromotrice, les équations sont vraies. Voir équation. Évidemment, les deux systèmes d'équations 2 et 3 développés pour le système petit k devraient exprimer les mêmes choses, puisque ces deux systèmes sont équivalents aux équations de Maxwell-Hertz du système grand K. Puisque les deux systèmes d'équations 2 et 3 coïncident jusqu'au symbole représentant les vecteurs, il suit que les fonctions apparaissant aux places correspondantes coïncident au facteur psi v près, qui dépend peut-être de petit v et est indépendant de xi, ita, zeta, taf. D'où les relations. Voir équation. Maintenant, si la réciproque de ce système d'équations est formée, premièrement en résolvant les équations que nous venons d'obtenir, deuxièmement en appliquant les équations à la transformation inverse de petit k grand K, qui a comme caractéristique la vitesse moins v, il suit, en sachant que les deux systèmes d'équations ainsi calculés doivent être identiques. Voir équation. Toujours pour des raisons de symétrie. Si par exemple grand X U003 des grands I U003 des grands Z U003 des grands L U003 des grands M U003 des 0 et grand N n'est pas égal à 0, alors, pour des raisons de symétrie, il est clair que, en changeant le signe de petit v sans modifier sa valeur absolue, grand I' doit aussi changer de signe sans changer de valeur absolue. Et nos équations prennent la forme. Voir équation. En ce qui concerne l'interprétation de ces équations, nous déclarons ceci. Soit une masse ponctuelle d'électricité d'une grandeur unitaire dans le système stationnaire grand K, c'est-à-dire, dans ce système stationnaire,
qu'elle exerce une force de 1 din sur un objet similaire placé à une distance de 1 cm. En vertu du principe de relativité, cette masse électrique mesure aussi une grandeur, unité dans le système en mouvement. Si cette masse électrique est au repos dans le système stationnaire, alors la force exercée sur elle est équivalente au vecteur de la force électrique grand X, grand Y, grand Z. Mais si cette masse électrique est au repos dans le système en mouvement du moins au moment où elle est observée, alors la force qui s'exerce sur elle est mesurée dans le système en mouvement est équivalente au vecteur grand X', grand Y', grand Z'. La première des 3 systèmes d'équation 1, 2 et 3 s'exprime alors comme suit. 1. Si une masse ponctuelle et unitaire d'électricité se déplace dans un champ électromagnétique, alors en plus de la force électrique, une force électromotrice agit sur elle, qui, en négligeant les termes de second ordre, est supérieure de petit v divisé par grand V, est équivalente au produit vectoriel de la vitesse de la masse ponctuelle et de la force magnétique divisée par la vitesse de la lumière. Ancien mode d'expression. 2. Si une masse ponctuelle et unitaire d'électricité se déplace dans un champ électromagnétique, alors la force qui agit sur elle est équivalente à la force électrique qui existe à la position de la masse unitaire, que nous obtenons par la transformation du champ en un système de coordonnées, qui est au repos relativement à la masse électrique unitaire. Nouveau mode d'expression. Des théorèmes semblables faisant appel aux forces magnétomotrices sont vrais. Dans la théorie exposée, nous observons que la force électromagnétique joue un rôle auxiliaire, qui doit son introduction à la circonstance que les forces électriques et magnétiques n'existent pas indépendamment de la nature du déplacement dans le système de coordonnées. De plus, il est clair que l'asymétrie, mentionnée dans l'introduction, et qui apparaît quand nous discutons du courant engendré par le déplacement relatif d'un aimant et d'un conducteur, disparaît. Également, la question de l'origine des forces électromotrices et électromagnétiques machines homopolaires perd tout son sens. Chapitre 7. Théorie du principe de Doppler et de l'aberration. Supposons une source d'ondes électromagnétiques voire, note du traducteur numéro 6 dans le système grand K à une grande distance de l'origine, modélisée avec une bonne approximation dans une partie de l'espace qui contient l'origine par les équations. Voir équation. Ici grand X0, grand I0, grand Z0 et grand L0, grand M0, grand N0 sont les vecteurs qui déterminent l'amplitude du train d'onde et A, B, C sont les cosinus directeurs des normales à l'onde. Questionnons-nous sur la composition de ces ondes quand elles sont observées par un observateur au repos dans le système en mouvement petit k. En appliquant les équations de transformation obtenues au chapitre 6 pour les forces électriques et magnétiques, et les équations de transformation obtenues au chapitre 3 pour les coordonnées et le temps, il vient immédiatement. Voir équation. De l'équation donnant petit oméa prime, il résulte que si un observateur se déplace à une vitesse petit v relativement à une source lumineuse située à une distance infinie qui émet des ondes d'une fréquence petit ni, de telle façon que la ligne qui joint la source de la lumière et l'observateur fait un angle phi avec la vitesse de l'observateur rapportée à un système de coordonnées qui est stationnaire en regard de la source, alors la fréquence petit ni prime perçue par l'observateur se calcule par la formule. Voir équation. C'est le principe de Doppler pour toute vitesse. Si phi U003D0, alors l'équation prend une forme plus simple. Voir équation. Nous observons que, contrairement à la conception courante, si petit v, U003D moins grand v alors petit ni prime, U003D infini voire note du traducteur numéro 7. Si phi prime est l'angle entre la normale de l'onde direction du rayon dans le système en mouvement et le segment source observateur lumière, l'équation pourra prendre la forme. Voir équation. Cette équation exprime la loi de l'aberration sous sa forme la plus générale. Si phi U003D pi divisé par 2, alors elle prend la forme simple. Voir équation. Nous devons toujours trouver l'amplitude des ondes qui apparaissent dans le système en mouvement. Si grand A et grand A' sont les forces électriques et magnétiques mesurées dans les systèmes stationnaires et en mouvement, nous avons. Voir équation. Si phi U003D0, alors elle se réduit à la forme simple. Voir équation. En s'appuyant sur ces équations, il semble que pour un observateur, qui se déplace à la vitesse grand v vers la source de lumière, cette source lui apparaîtra infiniment intense. Chapitre 8. Transformation de l'énergie des rayons lumineux. Théorie de la pression de radiation exercée sur un miroir parfait. Puisque grand A au carré divisé par 8π est égal à l'énergie de la lumière par unité de volume, nous devons selon le principe de relativité, considérer grand A' au carré divisé par 8π comme l'énergie de la lumière dans le système en mouvement.
En conséquence, grand A' au carré divisé par grand A au carré définit le rapport entre les énergies d'un complexe de lumière, voire note du traducteur numéro 8, borné mesuré lorsqu'est mouvement, et mesuré lorsque stationnaire, les volumes du complexe de lumière mesurés dans grand K et petit k étant égaux. Or, ce n'est pas le cas. Si A, B, C sont les cosinus directeurs des normales à l'onde lumineuse dans le système stationnaire, alors aucune énergie ne traverse les éléments de la surface sphérique. Voir équation. Qui se déplace à la vitesse de la lumière. Nous pouvons donc affirmer que cette surface contient toujours le même complexe de lumière. Analysons la quantité d'énergie que cette surface renferme quand elle est observée du système petit k, c'est-à-dire l'énergie du complexe de lumière relativement au système petit k. Observée depuis le système en mouvement, la surface sphérique devient l'ellipsoïdale et respecte, autant taf U003D0, l'équation. Voir équation. Si S désigne le volume de la sphère et grand S' le volume de cet ellipsoïde, alors un simple calcul montre que. Voir équation. Si grande représente l'énergie lumineuse mesurée dans le système stationnaire et grande prime l'énergie mesurée dans le système en mouvement, borné par les surfaces décrites plus haut, alors. Voir équation. Si phi U003D0, nous obtenons une formule plus simple. Voir équation. Remarquons que l'énergie et la fréquence du complexe de lumière varient selon la même loi que l'état de mouvement de l'observateur. Soit un parfait miroir réfléchissant dans le plan de coordonnées XAU003D0, à partir duquel l'onde plane étudiée dans le paragraphe précédent est réfléchie. Demandons-nous quelle pression de radiation s'exerce sur la surface réfléchissante, ainsi que la direction, la fréquence et l'intensité de la lumière après la réflexion. Soit la lumière incidente définie par les grandeurs grand A, cophi, petit ni dans le système grand K. Observé de petit k, nous avons les grandeurs correspondantes. Voir équation. Pour la lumière réfléchie, nous obtenons quand le phénomène est observé du système petit k. Voir équation. En appliquant une transformation inverse au système stationnaire grand K, nous obtiendrons pour la lumière réfléchie. Voir équation. L'énergie, qui tombe sur une unité de surface du miroir par unité de temps mesurée dans le système stationnaire, est évidemment grand A au carré divisé par 8 pi grand V cosinus phi moins petit v. La quantité d'énergie, qui en rayonne par unité de surface du miroir par unité de temps est grand A' 2 divisé par 8 pi moins grand V cosinus phi plus petit v. La différence entre ces deux expressions est, selon le principe de l'énergie, la quantité de travail accompli par la pression de radiation par unité de temps. Si nous la posons égale à P, V, où P est la pression de radiation, nous avons. Voir équation. Par l'approximation au premier ordre, nous obtenons. Voir équation. Qui est en accord avec les observations et d'autres théories. Voir équation. Tous les problèmes d'optique des corps en mouvement peuvent être résolus en appliquant les méthodes exposées ici. Le point crucial est que toutes les forces électriques et magnétiques de la lumière, qui sont influencées par un corps en mouvement, devrait être transformé dans un système de coordonnées stationnaires relativement au corps. De cette façon, tous les problèmes optiques de corps en mouvement seraient réduits à une suite de problèmes d'optique de corps au repos. Chapitre 9. Transformation des équations de Maxwell-Hertz en ce qui concerne les courants de convection. Commençons par ces équations. Voir équation. Indique 4 pi fois la densité de l'électricité et Utx, Uty, Uz est le vecteur vitesse de l'électricité. Si nous supposons que les masses électriques sont liées de façon permanente à de petits corps égidions ou électrons, par exemple, alors ces équations forment le fondement électromagnétique de l'électrodynamique et de l'optique des corps en mouvement de Lorentz. Si ces équations, vraies dans le système grand K, sont transformées pour le système petit k à l'aide des équations de transformation données au chapitre 3 et chapitre 6, alors nous obtenons les équations. Voir équation. Puisque le vecteur uxi, u eta, Usit n'est rien d'autre que la vitesse de la masse électrique mesurée dans le système petit k, qui est une conséquence du théorème d'addition des vitesses du chapitre 5, alors il est démontré que, en prenant notre principe cinématique comme base, le fondement électromagnétique de la théorie de Lorentz de l'électrodynamique des corps en mouvement correspond au principe de relativité. Nous pouvons brièvement remarquer qu'une loi importante découle aisément des équations développées. Si un corps électriquement chargé se déplace de quelque façon que ce soit dans l'espace, et si sa charge est invariable, quand observée depuis un système qui se déplace de la même façon, alors la charge demeure constante même si elle est observée depuis le système stationnaire grand K. Chapitre 10. Dynamique de l'électron lentement accéléré.
Supposons qu'une particule ponctuelle, qui possède la charge électrique, epsilon que nous appellerons dorénavant électron, se déplace dans un champ électromagnétique. Nous faisons l'hypothèse suivante pour sa loi de déplacement. Si l'électron est au repos à une période de temps bien définie, alors, pendant la prochaine parcelle de temps, le mouvement respecte les équations. Voir équation. Où petit x, y, z sont les coordonnées de l'électron, émis sa masse, du moment qu'il se déplace lentement. Supposons que l'électron se déplace à une vitesse petit v à une certaine période de temps. Analysons les lois selon lesquelles l'électron se déplacera pendant la parcelle de temps qui suit immédiatement. Sans modifier la portée générale de notre discussion, nous pouvons déférer l'hypothèse que, au moment que nous analysons, l'électron est à l'origine du système de coordonnées, puis se déplace à la vitesse petit v selon l'axe des x du système grand K. Il est évident qu'à ce moment U003D0, l'électron est au repos relativement au système petit k, qui se déplace parallèlement à l'axe des x à la vitesse constante v. À partir des hypothèses faites plus haut, en association avec le principe de relativité, il est évident qu'observé depuis le système petit k, l'électron, pendant la parcelle de temps immédiatement consécutive pour une petite valeur de t, se déplace selon les équations. Voir équation. Où les symboles xi, ita, zeta, taf, grand x', grand i', grand z' se rapportent au système petit k. Si nous fixons petit t, U003D petit x, U003D, U003DZ, U003D0, et taf, U003D xi, U003D, ita, U003D zeta, U003D0, alors les équations de transformation données au chapitre 3 et chapitre 6 sont vraies. Nous avons, voir équation. À l'aide de ces équations, nous pouvons transformer les équations du mouvement plus haut du système petit k au système grand K et obtenir. Voir équation. Questionnons-nous, suivant la méthode habituelle de calcul, sur les masses longitudinales et transversales d'un électron en mouvement. Nous réécrivons les équations à sous la forme. Voir équation. Et observons tout de suite que epsilon grand x', epsilon grand i', epsilon grand z' sont les composantes de la force pondéromotrice qui agit sur l'électron et sont considérées dans un système en mouvement qui, à ce moment, se déplace à la même vitesse que l'électron. Cette force peut, par exemple, être mesurée par une balance à ressort au repos dans ce système. Si nous appelons brièvement cette force la force qui agit sur l'électron, et continuons avec cette équation, valeur de la masse multipliée par valeur de l'accélération, U003 des valeurs de la force. Et si nous définissons de plus que les accélérations sont mesurées dans le système stationnaire, grand K, alors à partir des équations plus haut, nous obtenons masse longitudinale est égale à mu divisé par le cube de racine carré de 1 moins le quotient au carré de petit v par grand V. Masse transversale est égale à mu divisé par 1 moins le quotient au carré de petit v par grand V. Naturellement, quand la force et l'accélération sont définies autrement, d'autres valeurs sont obtenues pour la masse. Donc, nous voyons que nous devons procéder avec beaucoup de précaution lorsque nous comparons différentes théories du mouvement de l'électron. Observons que ce résultat sur la masse est également vrai pour une masse de matière pondérable, parce qu'un point matériel pondérable peut être converti en électron pour nos sens en lui ajoutant une charge électrique aussi petite que l'on veut. Déterminons maintenant l'énergie cinétique d'un électron. Si l'électron se déplace à partir de l'origine des coordonnées d'un système grand K à la vitesse initiale de 0 de façon régulière selon l'axe des x sous l'action d'une force électrostatique grand X, alors il est évident que l'énergie, tirée du champ électrostatique, est la valeur intégrale de epsilon grand x dx. Puisque l'électron devrait être accéléré lentement, et donc qu'aucune énergie n'est perdue sous la forme de radiation, alors l'énergie tirée du champ électrostatique doit égaler l'énergie grand W du déplacement. Considérant l'ensemble du phénomène de mouvement à l'étude, la première des équations de A est vraie. Nous avons, voir équation. Lorsque petit U003 des grands V, grand W est infiniment grand. Comme nos résultats antérieurs le montrent, toute vitesse supraluminique est impossible. En tant que conséquence des arguments écrits plus haut, cette expression pour l'énergie cinétique doit aussi être vraie pour les masses pondérables. Nous sommes à même d'énumérer les caractéristiques du mouvement des électrons qui peuvent être vérifiées expérimentalement, lesquelles découlant du système d'équation A. 1. De la deuxième équation en A, il découle qu'une force électrique grand I et une force magnétique grand N produisent la même déflexion d'un électron se déplaçant à la vitesse petit v quand grand I U003 d grand N fois petit v divisé par grand V.
En conséquence, nous voyons qu'il est possible de mesurer la vitesse d'un électron en calculant le rapport de la déflexion magnétique grand à indice m et de la déflexion électrique grand à indice petit e en accord avec notre théorie pour toute vitesse arbitraire, en appliquant la loi. Voir équation. Cette relation peut être testée expérimentalement car la vitesse de l'électron peut être directement mesurée à l'aide, par exemple, de champs électriques et magnétiques oscillant rapidement. 2. À partir de la valeur de l'énergie cinétique de l'électron, il suit que si ce dernier subit une différence de potentiel P, cette dernière est liée à la vitesse petit v par la relation suivante. Voir équation. 3. Nous calculons le rayon de courbure grand R du chemin, où la force magnétique grand N est la seule force de déflexion qui agit perpendiculairement à la vitesse de projection. De la seconde équation A, nous obtenons. Voir équation. Ces trois relations expriment complètement la loi du mouvement de l'électron selon la théorie exposée plus haut. En terminant, je tiens à souligner que mon ami et collègue M. Bessot lettre 1-3 a prêté son concours pendant que je travaillais au problème discuté ici, et que je lui suis redevable de suggestions précieuses. Berne, juin 1905. Reçu le 30 juin 1905. Note du traducteur. 1. En jargon moderne, il s'agit de l'étolumifère. 2. Par espace vide, il faut comprendre vide parfait, que l'on peut presque assimiler à l'espace intersidéral dénué de toute matière. 3. En anglais, il est écrit measuring rod, qui se traduit littéralement par tige à mesurer. Le terme règle à mesurer est plus près du sens recherché. 4. Dans sa traduction, Maurice Levin préfère mouvement de translation uniforme, selon le nom de l'une des transformations géométriques. La terminologie physique préfère mouvement rectiligne uniforme. 5. En jargon moderne, il s'agit d'un système de coordonnées cartésiennes en 3 dimensions. 6. Dans le texte en anglais, il est écrit électrodynamique, mais dans l'article, il est seulement fait mention des théories de Maxwell, Hertz ou Lorentz, qui traitent toutes ondes électromagnétiques. 7. L'équation est corrigée selon ce qui est écrit dans la traduction de Maurice Levin. 8. Selon Yves Pierceau dans la structure fine de la relativité restreinte Harmattan, 1er juillet 1999, p. 300, Einstein introduit le terme complexe de lumière à ce moment-ci de l'article, puis, après la publication de cet article, il préfère système d'ondes planes. Le jargon moderne préfère paquet d'ondes. Bonjour à tous. Totalité des sources, des références bibliographiques dans les fichiers PDF qui se trouvent dans la description sous la vidéo. Si vous cherchez mon adresse électronique, vous pouvez y accéder. Elle est dans la section à propos de la présente chaîne YouTube, mais uniquement accessible depuis un ordinateur, pas le smartphone. Si vous souhaitez encourager la diffusion de la connaissance avec un grand C, des connaissances qui peuvent sauver des vies accessoirement, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? C'est très important. Merci.